J'ai rencontré Lucille Ruot qui venait de finir une thèse qu'elle a écrite pendant 5 ans, une thèse de 800 pages, donc c'était assez impressionnant. Et on a passé 6 mois avec ma co-scénariste Axel Roper à essayer de comprendre toute cette époque politique, etc. Enfin, c'est assez compliqué à comprendre au départ, le MLAC, quand même, cette histoire d'illégal mais pas clandestin, les dissensions avec le planning, etc. Et puis... après, à partir de là, on avait une matière documentaire passionnante pour créer de la fiction, quoi. La question, c'était est-ce que c'est un personnage réel? Non. Ou, voilà, comment s'est construit le personnage? Alors, Dany, pour Annie, Claudine, elle est très inspirée Voilà, c'est bon. d'un témoignage de médecin qui m'avait vraiment marqué dans la thèse, qui a vraiment qui a fait tout un chemin où au bout d'un moment elle trouvait que c'était pas au médecin forcément de faire le geste, et enfin c'était pas du tout tous les médecins qui étaient comme ça. Annie, elle est partie de ce qui moi m'a le plus touchée dans ce que j'ai pu lire dans la thèse, c'est-à-dire le fait que des femmes entrent en politique sans éducation politique, sans théorie, sans discours, juste dans le souci d'aider les autres femmes. Et beaucoup de ces femmes comme ça, ouvrières ou salariées, de caissières, etc., qui sont passées par le MLAC, après ont eu des carrières complètement différentes. J'en ai rencontré une qui était ouvrière dans une usine de sardines et qui est devenue libraire. C'était juste le fait de côtoyer des gens de milieux extrêmement différents. Nous tous et nous toutes, on fréquente plutôt des gens qui nous ressemblent. C'est assez rare de se retrouver dans un groupe comme ça avec plein de gens très différents, quoi. Ce qu'on pourrait appeler une classe de femmes. Voilà, c'était une classe de femmes qui se constituait annulant un peu toutes les hiérarchies, les différences, avec certaines mesures, mais en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui m'ont raconté ça. Parce que suite à la thèse, évidemment, j'ai rencontré d'anciennes du MLAC qui ont pu déjà m'apprendre le geste, pour que je puisse l'apprendre à mes actrices et mes acteurs. Ça a été des moments très émouvants. Et puis après, elles ont lu le scénario une fois qu'il était vraiment abouti, où elles ont corrigé des expressions. Il y en a une comme ça qui m'a appris cette expression de bonne sœur rouge que lui dit le collègue de Philippe. Et pour ça, j'aurais pas pu l'inventer, des trucs comme ça de vocabulaire du quotidien, quoi. Voilà. Mais le matériau vraiment du travail scénaristique, c'était la thèse, quoi. Oui et non, c'est-à-dire qu'à partir de la thèse, on pouvait faire 300 films différents. Ouais. Donc moi, j'ai vraiment tiré les fils qui m'intéressaient le plus, c'est-à-dire la solidarité, la tendresse, et cette espèce de... voilà, par exemple, si j'avais raconté le MLAC de Paris, ça aurait été très différent. C'était beaucoup plus une classe beaucoup plus privilégiée, beaucoup plus de médecins. Voilà, c'est pour ça que je l'ai situé en province, parce que c'était vraiment tout le monde, quoi, qui pouvait s'investir. Il y a certaines du MLAC qui me disaient, parce qu'ils ne sélectionnaient pas du tout. Et donc, il y avait des hommes, des femmes qui arrivaient, qui disaient je veux aider, ok. Comme ça, il y a eu une séance qui a été très émouvante, je ne sais même plus dans quelle ville, je crois que c'est Lyon, où un type a levé la main et a dit... Moi, il était complètement bouleversé et il a dit, de mes 18 à 19 ans, je prêtais mon appartement à des copines qui avaient besoin pour les avortements. Je n'ai jamais su ce qui se passait dans cet appart. Je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir. Et il découvrait avec mon film ce qui se passait dans son appartement. Et donc comme ça, il y avait des gens qui aidaient en prêtant des lieux, en donnant de l'argent. Mais moi, ça me fait complètement rêver comme forme de lutte, quoi, de collectifs très puissants comme ça, quoi. Ça a duré 18 mois, hein, donc c'était très court. Peut-être que 3 ans, ils n'auraient pas tenu, idéal, quoi. Mais... Et puis le fait que ce soit des hommes, des femmes, des médecins, des non-médecins, des gens de tous âges, c'est assez impressionnant quand même. Bon, on était parti sur des questions de la salle, on peut continuer, oui. C'est pas une question, mais j'étais absolument à vous féliciter pour avoir retranscrit cette période. J'ai personnellement participé, vu mon âge avancé, et d'être ici avec des très jeunes qui découvrent cette période, qui est une période très, très, très particulière. On était étudiants pour la plupart d'entre nous, et on a participé à tout mois, et vous avez reproduit ça avec une qualité, une sensibilité qui est franchement exceptionnelle, jusque et y compris la mode hyper LED de l'époque.
c'est particulièrement laide. Quand je la vois avec le recul, c'est encore pire qu'en regardant des photos. Mais en tout cas, je tenais à vous en féliciter vraiment. Merci beaucoup. Vous avez fait partie du MLAC vous-même? J'ai participé avec des copines. J'avais 22 ans, 23 ans, j'ai dû faire quelques avortements par-ci par-là. Moi, j'étais en retrait, on laissait... Effectivement, les mecs, on venait nous chercher quand on avait besoin, quoi. Et vous étiez médecin? J'étais étudiant. Mais ce que je trouve... J'étais même pas encore officiellement. Ouais. Mais ce que je trouve très, très émouvant, c'est que là, j'ai dû faire une quarantaine de débats depuis 2 mois qu'on fait une tournée. Et dans chaque salle, il y a 2 ou 3 anciens ou anciennes du MLAC. Et j'adore parce que ça me donne une impression très concrète du mouvement, où j'ai été vraiment partout en France. Et toujours... Alors quand là, vous, c'est spontané, mais souvent, je pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Et il y a des mains qui se lèvent. Et je trouve que j'ai été dans des séances où il y avait vraiment des très jeunes, des 16 ans, 17 ans. Et pour eux, les années 70 ou les années 30, c'est un peu pareil. Enfin, il y a un truc un peu... c'est avant, quoi. Et le fait que dans la salle, il y ait des gens qui ressemblent à leurs grands-parents, à peu près, qui lèvent la main, ça les ramène à... Waouh, en fait, c'était pas là. Et après, j'ai reçu plein de messages de jeunes qui rentrent chez eux, qui du coup se posent des questions à leurs grands-parents. Et je trouve ça super. Ça, il y a quelque chose de très concret, quoi. Et un point de vue quand même très important aussi qui a été souligné, peut-être juste, c'est le Conseil de l'Ordre, malheureusement, qui encore une fois, à l'époque, c'était, si mes souvenirs sont bons, c'était le professeur Lorta Jacob qui était particulièrement réactionnaire. Bah, ils sont toujours gratinés, quand même. Non, c'était vraiment, je pense que c'est le pompon du pompon. C'était quand même, il avait la palme, hein, quand même, de ce côté-là. Hein. Mais juste, par exemple, pour revenir à ta question de tout à l'heure, j'aurais pu faire un film passionnant juste sur les médecins. Juste sur... Bah, c'est quand même dans le film. Oui, mais et c'est assez passionnant. On aurait pu être juste avec à l'école de médecine et voir comment les médecins, lesquels s'impliquaient, lesquels ne s'impliquaient pas, comment s'impliquer. Enfin, cette thèse, elle était dingue. Moi, je pétais les plombs parce que je disais, mais il faut parler de ça, il faut parler de ça. Et du coup, le film est un peu dense, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est peut-être le défaut du film, mais je trouvais ça tellement passionnant. J'avais tellement envie de tout raconter que... Un des personnages qui m'intéresse le plus, au-delà d'Annie, c'est Claudine, cette jeune gynécologue jouée par India Air. Parce qu'on voit bien son chemin de... Non, c'est les médecins, et puis après, non, en fait, pourquoi et puis c'est des débats aujourd'hui avec les sages-femmes qui rebondissent et qui sont hyper intéressants, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que dans le film, on a... On n'a pas le côté très réactionnaire et tout ça, mais on a quand même un dégradé de position qui fait débat dans le film, qui est vraiment intéressant. Là, il y a aussi un choix qui a été celui aussi bien du scénario que de, je dirais, un peu de proposer une sorte de dramaturgie, quoi, au film, à la fois par les débats à l'intérieur du groupe, et puis d'autre part par l'acte lui-même, les avortements, les 6 avortements qui ponctuent le film. T'as dit tellement de trucs là. Bon, peut-être les médecins, comment est-ce que tu as choisi? C'est-à-dire que tout ce qui est dissension, c'est-à-dire monsieur est là pour témoigner, les vagues. Voilà, moi, on a tourné cette scène où sur la librairie, il y a quelqu'un qui écrit salope et puis il lave, quoi. Et je l'ai pas laissé parce que je me suis dit, en fait, c'est pas très intéressant. Mais en plus, c'est vraiment des choses comme ça qu'on m'a raconté. La société était prête pour changer la loi, donc il y avait assez peu. Donner la parole au professeur Lejeune, qui est vraiment quelqu'un que je hais profondément. Enfin, il est mort, mais il a tenu longtemps. Hein. Il était encore devant Tenon il n'y a pas si longtemps. Voilà, mais donc on aperçoit dans un papier du Monde ou de Libé, je sais plus, mais je vois pas trop l'intérêt de donner la parole à ces gens-là qu'on entend dès qu'on allume la télé. Enfin, voilà. On les entend encore presque plus aujourd'hui que dans les années 70, je trouve. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce film, pour qu'on se souvienne que c'est des gens très puissants. Là, j'ai vu des députés qui ont soutenu évidemment cette histoire de constitution. Et il y en a 60 qui ont reçu des mini fœtus en plastique dans des cercueils. Donc voilà, c'est toujours les mêmes méthodes quand même, ça bouge pas beaucoup. Et ça coûte beaucoup d'argent de fabriquer des petits fœtus en plastique et de les envoyer. Enfin, donc ils ont vraiment du fric pour... Enfin bon. Il ne faut même pas oublier que dans les débats à l'Assemblée,
À l'époque, personne ne savait encore, parce que pour les plus jeunes ne le savent pas, mais en 1974, on ne savait pas que Simone Veil avait été dans les camps. Oui, c'est vrai. C'est su que dans les années 80. C'est vrai. Elle ne l'avait pas dit. Et il y a un des députés, un ancien ministre de la Justice, Foyer pour ne pas le nommer, qui avait dit qu'on jetait des bébés qu'on brûlait les bébés dans des cendres et qu'on allait en faire des cendres. Et il a fallu que ce soit Simone Veil pour tenir le choc. Bien sûr. Alors, les autres médecins, les débats entre médecins. Ouais. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que j'ai ressenti le plus dans la thèse et aussi après en discutant, en rencontrant des médecins, hommes et femmes, c'est que... Donc c'est ce que j'ai essayé de représenter dans le film, c'est-à-dire qu'il y avait des médecins comme le docteur Cheval, joué par Caravaca, qui étaient des médecins comme ça de quartier, qui essayaient d'aider comme ils pouvaient, sans pratiquer le geste, parce que sinon ils étaient radiés. Mais avec les consultations, les ordonnances, les suivis, ce qui était quand même très important. Il y avait des jeunes médecins comme Jean, très impliqués, et puis des jeunes médecins comme celui qui est très énervé et qui lui veut juste faire la révolution, l'anarchie, et que l'avortement était un moyen comme un autre de foutre le bordel, quoi. Donc voilà, et puis pour les femmes, de toute façon, c'était une scène que j'avais tournée aussi, mais qu'on a coupée, mais en tout cas que je pense qu'on sent. Claudine, ça c'était un témoignage de la thèse qui m'avait complètement bouleversée, où en fait c'était une jeune médecin qui racontait quand elle était à l'internat, ils étaient une vingtaine autour d'un corps, et puis d'une jeune femme qui avait exactement son âge, genre 23-24 ans. Et le médecin légiste a dit, quand vous avez une jeune femme comme ça, trouvée morte sans raison, en général, vous ouvrez l'utérus, vous trouvez une sonde et un fœtus. Et donc les femmes étaient tombées dans les pommes et pas les hommes. Et je trouve que ça raconte vraiment le truc du combat après, c'est-à-dire que les femmes médecins avaient une identification, soit juste en miroir, soit parce qu'elles-mêmes avaient vécu des avortements, etc. Donc il y avait de toute façon une implication qui était très différente, hommes et femmes. Enfin, c'est... Voilà, comme moi, je suis antiraciste à fond, mais je ne serais jamais impliquée comme mes copains arabes et noirs qui vivent ça au quotidien. Donc, je crois que c'est un truc juste qu'il faut reconnaître et qui est logique, quoi. Et voilà, donc j'ai essayé de représenter dans le film avec ces 3 médecins, ces 4 médecins avec Claudine, cette différence où au bout d'un moment, Claudine, elle est plus femme que médecin, quoi. Il y a un truc comme ça. Elle est du côté des femmes, en tout cas, ouais. Et cette idée que le film soit comme ça ponctué par ces avortements, c'est quand même quelque chose d'assez audacieux. Je pense que c'est évidemment la première fois qu'on voit ça dans un film. Alors il y a Histoire d'A où on voit qui ouvre par comme ça la méthode Karman, hein, c'est quelque chose de très important. Bon, il y a Claude Chabrol dans Une affaire de femme a filmé des avortements, mais de façon très très différente. Qu'est-ce que tu t'es donné comme principe pour filmer ça? Qu'est-ce qu'il fallait montrer à ce moment-là et ne pas montrer? Histoire d'A, c'est un document très important, si vous ne l'avez pas vu, de l'époque, pour le coup, qui était vraiment un document militant pour montrer comment se passe un avortement, mais c'est presque plus du côté des médecins. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles je voulais filmer ces 6 avortements. Déjà parce qu'il y en a plus que dans toute l'histoire du cinéma, donc ça raconte quand même le tabou. Que ça concerne une femme sur 3 encore aujourd'hui, que l'avortement est toujours représenté au cinéma, en fiction en tout cas, de manière extrêmement gore, violente, atroce et tout ça. Ce qui est normal, puisque si on raconte les avortements clandestins, comme dans l'événement d'Audrey Diwan, c'est très justifié. Mais je pense que ça participe à stigmatiser cet acte et à continuer à en faire un événement glauque. Et je pense qu'aujourd'hui, une femme qui va avorter, elle a ces images-là en tête. Il faut arrêter de stigmatiser et l'acte et les femmes qui avortent, puisque les femmes qui avortent, c'est tout le monde. Vraiment, il n'y a pas de... Voilà. Et ensuite, donc déjà, c'est pour déstigmatiser tout ça que je voulais les mettre en scène. Et aussi parce que avorter avec le MLAC, c'était quand même quelque chose de très particulier. Et cette mise en scène de la tendresse et de la solidarité... J'ose plus dire sororité depuis qu'il y a des t-shirts à Monoprix, parce que j'ai l'impression que ça a été tellement récupéré, ce mot. Donc une vraie solidarité, on va dire, entre femmes.
Puis cette méthode d'anesthésie verbale, un petit peu, c'est ça qui est très fort, très beau. C'est génial. Ça, j'aurais pu faire un film que là-dessus. Parce qu'il y avait un chapitre de la thèse là-dessus. Et donc, par exemple, il y en avait qui faisaient des massages, d'autres qui mettaient de la musique. Il y en avait une qui était très cinéphile et qui racontait le film qu'elle avait vu la veille avec passion. Et du coup, quand l'avortement était fini, les femmes disaient « Ah, très bien. Et la suite, alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et chacune avait sa méthode pour... Et la chanson, ici... Et la chanson, il y en avait qui chantaient. Et ça, j'ai trouvé ça tellement beau parce que c'est déjà un acte de générosité dingue de chanter pour quelqu'un. Et puis ça raconte le parent qui veille l'enfant malade. Enfin, c'est la tendresse absolue, je trouve. Et donc, je me suis tout de suite dit, il me faut une chanteuse. Et à l'époque, j'écoutais Rosemary Stanley en boucle à la maison. Donc, vous connaissez peut-être, qui est la chanteuse de Moriarty, de plein de groupes. Et donc, je me suis dit, qui ne tente rien à rien. Et voilà. Et j'ai bien fait. Parce qu'elle a accepté. Mais elle n'était pas actrice du tout, quand même. Alors, continuons les... peut-être un dernier mot, puis après... Un questionnement, c'est un truc qui rythme votre film, qui est extraordinaire, c'est pourquoi vous faites ça. Et je trouve que c'est absolument fantastique. C'est cette interpellation permanente de tous ces gens qui viennent d'un peu partout. Pourquoi vous faites ça? Alors la réponse de Caravaca, du médecin est extraordinaire. Il y a d'autres réponses qui sont troublantes. Et je trouve que c'est rythmé avec pourquoi vous faites ça. C'est fantastique. Il y en avait 4 autres qu'on a coupés parce que c'était lourd. Parce que j'étais tellement obsédée. J'ai coupé 25 séquences quand même. Donc le bonus DVD sera bien rempli. Mais j'avais tellement de trucs à dire. Mais après, il y a un avortement en plus qui était magnifique d'ailleurs, mais avec une actrice fantastique qui s'appelle Alexandra Roth. Mais bon, et voilà, un film, après, il faut trouver son... Déjà, le film fait 2 heures. Hein, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'ai une première version de 3h40. Alors, il y avait une question? Oui. Je me demandais, dans toutes les scènes d'avortement, vous avez fait le choix de jamais montrer des plans, très anatomiques, très chirurgicaux. Est-ce que vous l'avez envisagé à un moment ou est-ce que jamais Pas du tout. Non, je voulais que des femmes soient filmées comme des sujets, pas comme des objets. Elles soient actives. Et ce qui m'intéressait, c'était de les rencontrer. Donc, pour les rencontrer, c'est les regards, c'est leur panique, puis leur soulagement, leur anxiété. Je voyais pas l'intérêt de chercher à choquer. Encore une fois, je voulais déstigmatiser, donc dédramatiser. C'est-à-dire qu'un avortement, quand ça se passe bien, en fait, c'est un soulagement. C'est que ça. C'est arrêter quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, à partir de là... Mais par et contre, puis il y a cette idée de l'autoconnaissance, du regard sur soi, ouais. Qui fait partie de la connaissance de son corps et de la contraception, en fait. Hein. C'est en ça que la loi Veil n'a pas été toujours très très bien accueillie par le MLAC. Enfin, ça dépend, mais certains et certaines ne l'ont pas très bien pris parce que c'est un peu... C'est-à-dire que c'est vraiment... comment dire ça, l'aspect médico-légal qui a gagné avec la loi. Mais voilà, tout l'aspect féministe, d'éducation, de parler aux femmes, d'écouter leurs douleurs, le miroir, la participation de la femme, tout ça, c'est disparu. Et donc ça a un peu stoppé la lutte. Le C de MLAC a disparu un petit peu. Voilà, c'est ça, ouais. C'est le MLA. Oui. Moi j'avais une question, mais du coup je pense que vous venez d'y répondre. Moi j'étais vachement touchée dans le film par tout le côté tendresse. Toujours des câlins où elle se touche l'épaule, où il y a toujours un geste qui les connecte. Et du coup, ma question, c'était plus effectivement à la sortie, à la fin du lac avec la loi, tout ce côté-là, il a été complètement perdu. Enfin, c'est une question dans le sens aussi où on entend beaucoup parler des violences gynéco, et parce que la parole se libère aussi là-dessus, mais du coup, il n'y a eu aucune passation. Je pense que dans certains plannings, dans certaines maisons des femmes, dans certaines maisons de santé, où il y a des sages-femmes ou même certains médecins, il y a des endroits où les femmes sont très 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 bien accueillies, vraiment. L'hôpital, non. Je ne pense pas. Enfin, ça dépend, mais ça dépend, voilà. Ça dépend. Ça dépend, mais je sais que, par exemple, je connais une maison de santé où la femme qui avorte a le droit d'avoir une copine avec elle qui lui tient la main. À l'hôpital, c'est pas possible. Hein.
On a le droit quand on accouche, mais pas quand on avorte. Enfin, il y a quand même des trucs comme ça qui sont... Voilà. Mais ça dépend des endroits, en fait. C'est vraiment selon la bonne... selon les moyens aussi dont disposent ces endroits-là, enfin, etc., quoi. Oui. Je trouve que le côté émancipation des femmes est quand même bien mis en valeur. Et peut-être que le MLAC a été obligé d'arrêter puisque ça s'est trop médicalisé. Enfin, la suite, c'est quand même le mouvement de libération des femmes. C'est quand même ce qui se passe actuellement. Il y a, à partir de, il y a une autonomie qui a été créée et on peut plus revenir en arrière. Ça, personne ne peut revenir en arrière. Ouais, il faut rester sur le coup quand même. Ouais. Il y a quand même les pharmaciens qui réclament leur clause de conscience pour pas donner des pilules de lendemain, en ce moment, là en 2022. Non, faut pas s'endormir du tout. Non. Ah oui, non, mais il y a 180 centres IVG qui ont fermé depuis 15 ans, depuis la loi Bachelot. Il y a les médecins militants qui prennent leur retraite. Et il y a une nouvelle génération de médecins, il y en a des formidables, et puis il y en a qui disent « moi je ferai pas les avortements ». C'est pas du tout gagné tout ça. Non, mais ça, on sait que c'est jamais gagné. Mais il y a quand même un rebondissement sur enfin, ne serait-ce qu'à travers MeToo, tout ça. Maintenant, les femmes sont quand même assez décidées à ne plus se laisser faire. Bien sûr, mais si, par exemple, dans le Lot, on peut plus avorter. En Guyane, on peut plus avorter. Il y a déjà des départements où il y a des hôpitaux qui ferment, enfin des regroupements. Quand une maternité ferme, un centre IVG ferme. Et puis si les médecins qui sont là disent tous ou toutes « je ne pratique pas les IVG » d'un seul coup, alors vous allez me dire en Guyane c'est particulier, parce que voilà, mais par exemple dans le Lot, il faut faire 300 km pour aller avorter, il n'y a pas de place, si on n'a pas forcément le permis, il faut faire garder les enfants, on a le boulot, le délai, enfin voilà. Donc c'est quand même tendu. On peut avorter par téléconsultation maintenant. Oui, avec la pilule, c'est pas pareil, il faut avoir envie d'être toute seule chez soi. Il y a des questions au fond. Si, moi, c'est plutôt une petite pour rebondir sur Monsieur Lejeune, que j'ai connu entre guillemets, puisque je suis au planning familial depuis 40 ans, et qui nous avait envoyé un courrier. J'ai eu peur. Il avait déposé une gerbe pour les médecins qui faisaient des avortements, pour tous les morts, les bébés morts, et il avait mis une couronne sur un truc de un mot de mort. Il avait mis une grande couronne pour tous les assassinats faits par les médecins sur le journal. D'autre part, c'est vrai qu'on ne peut pas repartir en arrière, mais il faut faire très attention parce que, comme disait Simone de Beauvoir, il suffit d'un problème politique, et on sait que malheureusement on utilise un peu le mauvais côté, et problème économique pour que la loi soit remise en. Et nous, on a encore des problèmes au planning familial où les femmes tapent IVG sur le dos, et c'est les anti-IVG qui répondent. Et on a reçu une femme qui va mal parce qu'elle a fait son avortement et les anti-IVG la harcèlent pour lui dire son copain va la quitter, qu'elle va faire une dépression nerveuse, et ça c'est tous les jours. Ouais, puis ils sont très puissants, ils ont plein d'argent pour faire ça. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il faut maintenir cet acquis. Vous m'avez fait peur au début en parlant de Lejeune, j'ai cru que vous étiez une copine, quoi. Angoisse. Alors moi j'avais une question sur pourquoi avoir placé dans le film cette archive qui est très connue maintenant de Delphine Seyrig en 1972, cette intervention comme ça assez spéciale, voilà, où elle est dans un studio à part et elle répond, où elle parle à part avec tous ces hommes qui sont autour de Jean-Pierre Elkabbach. C'est pour lui rendre un hommage parce que je suis extrêmement fan de l'actrice et de la réalisatrice.
parce que c'est une des rares qui prenait la parole de cette façon-là. Et encore aujourd'hui, c'est assez rare d'entendre une actrice parler comme ça, à part Laure Calamy, en gros, et Adèle Haenel, évidemment. Et puis parce que c'est chez elle qu'a eu Place des Vosges a eu lieu la première démonstration de la méthode dite Karman par aspiration devant le docteur Pierre Joannet. Ça c'était en août 72, que quand il n'y avait pas assez d'argent pour les bus, elle finançait les bus pour les femmes qui avaient dépassé 8 semaines pour aller en Angleterre ou en Hollande. Enfin, elle a été extrêmement importante pour le MLAC à plein d'endroits, dans une grande humilité, dans une grande discrétion. Tout le monde ne sait pas qu'elle a été militante à ce point-là, et elle a beaucoup, beaucoup compté pour le MLAC, ouais. Et puis elle est tellement classe. Cette archive est quand même assez géniale sur les hommes derrière leurs grosses lunettes. Alors les hommes derrière, ce sont les ministres. Oui, c'est ça. Les lunettes noires, là, c'est Neuwirth là, qui a donné la loi pour la pilule. Et l'autre, c'est le ministre de la Santé. Ou de la Justice, je ne sais plus. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui. Et du coup, vous, à titre personnel, vous aviez... c'est parce qu'on vous avait transmis cette thèse que vous avez voulu en faire un film, ou c'est vous qui étiez allé la chercher ? Non, moi j'ai vu un film qui s'appelle Regarde à les yeux grands ouverts, qui est un film collectif qui a été fait par le MLAC de Aix, et avec un type qui s'appelle Yann Le Masson, qui est un documentaire mis en scène. En fait, parce qu'il y a certains MLAC qui ont continué jusque dans les années 80, pour toutes les femmes laissées pour compte avec la loi Veil. Déjà, la loi Veil était votée en probatoire pour 5 ans. Donc tout le monde avait peur. Les services ouvraient selon la bonne volonté des médecins et des hôpitaux. Donc ils n'ont pas ouvert le lendemain du tout. Et surtout étaient laissés pour compte les pauvres, vu que ça coûtait 700, 800 francs et que c'était pas remboursé, les mineurs et les sans-papiers. Donc ça faisait quand même beaucoup de monde. Et donc, il y a des MLAC qui ont continué. Puis aussi, les femmes qui ne voulaient pas aller à l'hôpital, qui avaient déjà avorté une fois avec le MLAC, elles voulaient retourner là. Elles n'avaient pas envie d'être face à des médecins. Beaucoup étaient traumatisées par les curetages à vif qui étaient faits extrêmement violemment à l'hôpital, avec des insultes et tout ça. Donc, c'était long. Et il y a eu un procès du MLAC d'Aix. Et à ce moment-là, il y a eu... donc le début du documentaire, c'était le procès qui est extraordinaire, avec des foules dehors qui foutent le bordel, etc. Et donc ils se sont dit, pour qu'on comprenne bien ce qu'est le MLAC, ils ont reconstitué des scènes de permanence où en fait elles posent des stérilets et elles font croire que c'est des avortements, puis un accouchement. Enfin, c'est un film très très beau qui est très facile à voir sur internet. Et ce film m'avait totalement bouleversée. J'avais jamais vu des images pareilles. Donc j'ai vu ce film il y a une dizaine d'années. Et là, j'ai commencé à essayer de me renseigner sur le MLAC. Je ne trouvais pas grand-chose. Puis une fois, j'étais à un colloque du droit des femmes, etc. Ça fait des années que je traîne dans ces colloques où il y a plein de dames à cheveux blancs qui racontent des histoires incroyables. Et puis j'entendais parler du MLAC. Et il n'y avait pas grand-chose dans les livres. Donc j'étais un peu désespérée pour trouver... souvent dans les livres sur l'histoire du féminisme, il y a un chapitre, mais c'est pas... Il n'y a pas de quoi faire un film, quoi. Et puis, j'ai montré ce film à Axel Roper, qui était ma co-scénariste sur ce film. Et je lui ai montré Regarde à les yeux grands ouverts, en disant, moi, j'ai un peu que ça, quoi. Et on regarde toutes les deux. Et au bout de 10 minutes, elle fait pause. Donc, j'étais super énervée. Et elle me dit, mais la femme, là, qui dit qu'elle va avorter, c'est ma libraire. 40 ans de plus, mais c'est ma libraire. Donc, on va voir sa libraire, qui était à 3 mètres de là. Et un peu impressionnée, quand même. Et elle était hyper contente, et elle dit il faut absolument que vous rencontriez Lucille Ruot qui vient de finir sa thèse. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, évidemment, on aurait fini par tomber sur Lucille, parce que sur ce genre de sujet, on va chercher les thèses, quoi. Mais cette façon tellement fluide voilà, parce que Axel, je la connaissais pas, c'est ma productrice qui me l'a présenté. 2 jours après, on regarde le film, après on rencontre Fabienne, enfin c'était dingue, quoi. Mais heureusement que j'ai eu la thèse. Sinon, ça aurait été plein de rencontres, plein de petits témoignages. La thèse, ça m'a permis, cette espèce de 800 pages de témoignages, d'en faire un
une espèce d'approche très globale, très large comme ça, de moi tirer ce qui m'intéresse. Et une fois que j'avais ce qui m'intéresse, j'ai écrit mes personnages de fiction. Je suis allée faire lire à des femmes du MLAC en disant moi c'est ça qui m'intéresse, comment tu me conseilles par rapport à ça. Sinon ça aurait été trop dans tous les sens, quoi. Voilà. Et comment Laure Calamier est entrée dans ce jeu-là ? À quel moment ? Par la fenêtre, comme d'habitude. Non, Laure, moi j'avais très envie d'écrire pour elle. C'est mon 3e film avec elle. Je l'adore, c'est mon amie. Et voilà, je lui ai dit un soir, on dînait, et je lui ai dit, je crois que j'ai envie de faire un film sur le MLAC. Elle m'a dit, oh, mais c'est génial. Et voilà, j'avais un peu peur parce que c'était une grosse ambition d'écriture, pas sûr qu'on arrive à le produire, qu'on arrive à le faire, voilà, etc. Et elle a tout de suite dit oui, quoi. Donc moi, ça m'a donné un peu des ailes dans l'écriture parce que écrire pour quelqu'un, déjà, c'est super, qu'on connaît, c'est très agréable. Et ensuite, c'était le moment où Laure, ça commençait à monter. Donc je me disais, oh, si ma copine devient un outil de financement, c'est dément, quoi. Donc c'était un coup de peau. Et sur le personnage proprement dit, notamment le fait que ce soit une ouvrière, ça a joué, j'imagine aussi, que ce soit Laure Calamier qui puisse l'incarner. Ah bah ouais, non mais Laure, elle peut tout jouer, je pense, vraiment. Après, l'aspect... comment dire ? Je pense que Laure, c'est Madame Tout-le-Monde, c'est ça qui est génial, quoi. C'est pour ça que c'est une super actrice, c'est qu'elle est extraordinaire et en même temps, c'est notre voisine. Enfin, il y a un truc comme ça, très simple, quoi. Puis c'est une super actrice. C'est bon ? Vous n'avez pas de regrets ? Une dernière question ? Bien, bah, merci Fabienne. Merci beaucoup. Et je me permets, c'est pas très élégant, mais je vais le dire quand même. Les entrées sont très faibles pour tous les films, hein, pas que pour le mien, mais c'est une période hyper timide. Et voilà, donc si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à dire à vos amis, il faut y aller maintenant. Parce qu'il y a 15 films qui sortent tous les mercredis. On a Avatar qui arrive là. Donc si les films font des entrées, ils restent en salle. Et s'ils n'en font pas, donc nous, c'est pas la catastrophe. Mais il faut... n'hésitez pas. Voilà, si vous l'aimez, et si vous l'aimez pas, n'en parlez pas. C'est pas grave. Merci beaucoup. Merci. Et puis la prochaine séance du Ciné-Club du Champeau, du Ciné-Club de l'Histoire, ce sera le 5 janvier avec un film allemand de Marie Kreutzer qui s'appelle Corsage, un film sur Sissi, l'impératrice. Mais un film un peu particulier sur Sissi.